En 1381, les paysans se révoltaient. Vraiment dégoûtant. Sur un sujet non lié, il y a eu en réalité une révolte des paysans en 1381. Elle a commencé dans l'Essex en réponse aux exigences économiques sévères du Parlement et a été l'une des révoltes les plus significatives en Europe pendant la période médiévale. Un mouvement national de personnes qui s'est étendu jusqu'à York et Scarborough dans le nord-est et jusqu'à Somerset dans le sud-ouest de l'Angleterre. Auparavant, les soulèvements étaient toujours menés par des nobles ambitieux cherchant à renverser le gouvernement déconnecté de la réalité pour s'emparer du pouvoir. Cette fois, c'était différent. La soi-disant révolte des paysans était dirigée par un groupe de roturiers, des hommes comme Wat Tyler, John Ball et Jack Straw. Un groupe d'hommes et de femmes de tous horizons qui voulaient changer radicalement la société anglaise plutôt que de chercher une progression personnelle. Remontons le temps pour comprendre les raisons de la révolte paysanne de 1381. Bienvenue à la folie médiévale. L'instabilité d'un jeune roi. Le roi Édouard III était mort 4 ans plus tôt. Son fils aîné et héritier, le populaire prince noir, est mort avant son père et donc son petit-fils Richard II a succédé au trône à sa place. Mais Richard n'avait que 10 ans, juste un roi enfant, le laissant dépendant de son oncle Jean de Gonte, le duc de Lancaster. La guerre de 100 ans, qui a en réalité duré 116 ans, faisait rage depuis 1337. Les tensions entre les couronnes d'Angleterre et de France concernant le territoire remontent à des siècles, les rois anglais revendiquant à tort ou à raison le trône français. Cela en a fait une source majeure de conflits continus entre les deux monarchies, souvent ponctués par une série de courtes périodes de paix. Henri V a remporté la bataille d'Azincourt en 1415 et est devenu roi de France. En 1381, le roi Richard n'avait encore que 14 ans. Le fait de ne pas avoir de rôle officiel n'importait pas à son oncle Jean de Gand, l'autoritaire était impopulaire et craint. Mais étant maintenant le fils aîné survivant du feu roi Édouard, il était le noble le plus dominant en Angleterre et le véritable pouvoir derrière le trône. L'autorité royale dépendait du soutien de la noblesse anglaise. La maison de Lancaster possédait plus de 30 châteaux et une armée privée de 4000 hommes. Avec Gaunt à sa tête, elle avait donc une grande influence sur la gouvernance du royaume. L'Église. L'influence de l'Église était partout, dominant la vie quotidienne. Leurs magnifiques bâtiments dominaient à la fois la ville et la campagne. Tous les citoyens étaient légalement obligés de donner un dixième de leur richesse à l'Église, soit en espèces de leur salaire, soit en nature de grains, de laine ou d'autres biens. L'Église exigeait également des paiements supplémentaires, comme lors des jours de fête ou pour des amendes mortuaires lorsqu'un paroissien mourait. Tout cet argent avait rendu l'Église très riche, certains abbés et évêques menant des modes de vie extravagants et immoraux. À la fin du XIVe siècle, cela a amené toutes les couches de la société anglaise à remettre en question la position de l'Église et à se demander si elle devait renoncer à sa richesse. Mais les courtisans autour du jeune roi Richard, y compris sa mère et Jean de Gand, ont protégé l'Église. Il est débattu si cela était dû à leur croyance sincère en sa sainteté ou s'ils voulaient une contribution à l'effort de guerre. Taxes et guerres. La peste noire est arrivée en Angleterre en 1348, éliminant jusqu'à la moitié de la population, laissant derrière elle la mort, la dévastation et une période de véritable bouleversement social. De nombreux survivants ont remarqué une nette amélioration de leur situation financière. Une pénurie de main-d'œuvre a créé de meilleures opportunités pour ceux qui se trouvaient au bas de l'échelle sociale, qui ont pu exiger des salaires plus élevés, négocier de meilleures conditions d'emploi et même acheter plus de terres. Mais le gouvernement a instauré des lois somptuaires, non seulement pour empêcher les ouvriers d'obtenir des salaires plus élevés, mais aussi pour les empêcher de porter des vêtements de haute qualité et restreindre leur régime alimentaire. Malgré ces restrictions, une nouvelle classe moyenne de marchands, d'artisans et même d'agriculteurs a été créée. Une classe ambitieuse qui était devenue numérate et alphabétisée et qui bénéficiait à la fois de la mobilité physique et sociale. Le gouvernement, les employeurs et les propriétaires fonciers, privés, ont tous cherché à exploiter cette nouvelle richesse qui avait été créée parce qu'ils croyaient être leurs inférieurs.
Les habitants de l'Angleterre étaient laissés lourdement taxés, et l'argent collecté avait été dépensé dans ce qui était maintenant considéré comme des assauts militaires inutiles et qui n'amélioraient en rien la vie des gens à la maison. Dans les années 1370, une nouvelle taxe communautaire a été instaurée, imposant chaque paroisse en Angleterre et au pays de Galles. Les zones les plus densément peuplées ont été les plus durement touchées, comme l'East Anglia. Le Suffolk a vu sa contribution augmenter de manière choquante de 103%. Et puis en janvier de 1377, le gouvernement a instauré la première taxe de capitation. Tout le monde devait payer, les seules exceptions étant les enfants de moins de 14 ans et les mendiants. Maintenant, les gens devenaient déjà agités, mais les choses ne faisaient qu'empirer. Entre les années 1377 et 1381, 3 taxes de capitation ont été instaurées qui devaient être payées indépendamment du statut ou de la richesse. Les commissaires qui ont été envoyés pour faire respecter ces paiements étaient impitoyables pour prendre l'argent, on leur a dit de le collecter par tous les moyens possibles. Pour le noble, la taxe supplémentaire était relativement indolore, mais pour l'ouvrier ordinaire, les agriculteurs et les commerçants, elle était financièrement dévastatrice. Et comme si cela ne suffisait pas, les Français lançaient également des raids sur la côte sud de l'Angleterre et les gens avaient de plus en plus peur d'une invasion. Instabilité, taxes, corruption de l'Église, échec de la guerre et mesures visant à réprimer le peuple, c'était la tempête parfaite, et une révolte était inévitable. À Londres, en avril 1381, les commissaires n'ont pas pu percevoir les taxes sans que cela provoque une agitation dangereuse parmi la population. Puis un percepteur a été attaqué dans l'Oxfordshire par un groupe d'agresseurs. Le bien nommé William Payable a été torturé et battu. Et il n'était pas le dernier. Des éruptions aléatoires de résistance ont commencé dans le Kent et les comtés autour de Londres, avant de se propager à l'est de l'Angleterre et au-delà. Au début de juin, les rebelles organisèrent leur soulèvement et se préparaient à marcher sur Londres. Sous la bannière de Saint-George et mené par leur capitaine, un homme nommé Wat Tyler, la cible des rebelles du Kent n'était pas le jeune roi Richard, mais plutôt la faction des familles de nobles qui l'entouraient. Le 2 juin, les renégats ont prêté allégeance à leur roi, voulant le sauver de l'influence néfaste de John of Gaunt. La rébellion était bien organisée avec des hommes voyageant à cheval dans tout le pays pour diffuser la nouvelle du soulèvement. Des groupes ont commencé à détruire les registres seigneuriaux qui relataient la condition non libre de nombreux paysans. Les leaders. On ne sait pas grand-chose sur 2 des leaders de la révolte. Ni Walter Tyler, bien que son nom soit synonyme de l'insurrection, ni son camarade Jack Straw. Ces 2 hommes semblent émerger de l'obscurité totale et on sait peu de choses sur leur passé ou leur motivation. Certains historiens soutiennent même que ces 2 hommes sont la même personne car beaucoup des organisateurs utilisaient des pseudonymes. Tyler a mené les rebelles à Canterbury le 10 juin, là ils ont pillé le palais de l'archevêque. Simon Sudbury, l'archevêque de Canterbury et lord chancelier, était l'un des conseillers les plus proches du roi Richard et responsable de la suggestion d'une nouvelle taxe de capitation juste l'année précédente. Une taxe qui garantissait que les pauvres payaient plus que les riches. Après avoir détruit des documents et libéré des prisonniers de la prison, les rebelles se sont dirigés vers Londres et ont campé sur Blackheath le 12e de juin. C'est là que John Ball a donné l'un de ses sermons les plus célèbres sur la liberté et l'égalité. On pense qu'environ 30 000 rebelles ont marché sur Londres. Le prêtre lollard John Ball a joué un rôle central en tant que voix spirituelle du peuple. Déjà emprisonné pour sa croyance en l'égalité, Ball a prêché sa critique des seigneurs avec leurs vêtements extravagants, leurs belles maisons et leur excès, en contraste avec les roturiers qui travaillaient pour le bénéfice des seigneurs et recevaient peu en retour. Ball a attisé l'opinion publique contre ceux au pouvoir et a aidé à motiver une population déjà agitée. Après avoir été arrêté et emprisonné pour sédition, il a été libéré par les rebelles alors qu'ils se dirigeaient vers Londres. L'entrée des rebelles dans la ville le 13e a semé la panique chez les nobles. Le roi Richard, sa mère, son cousin Henry Bolingbroke, le fils de John de Gaunt et d'autres conseillers se sont réfugiés à la Tour de Londres pour leur sécurité. Le Savoy, le palais de luxe de John de Gaunt, inégalé en splendeur et noblesse, a été rasé au sol. Mais le duc de Lancaster a eu de la chance d'être en Écosse pour négocier une trêve et a échappé à la mort. À seulement 14 ans et contre l'avis de son conseil, Richard a rencontré Tyler et les rebelles. Lors de la première rencontre, hors des murs de la ville à Mile End, il leur a promis une charte des libertés incluant l'abolition du travail forcé, des terres abordables et le libre-échange.
Profitant de l'absence du roi, d'autres rebelles ont pénétré dans la tour. Le mystère entoure leur entrée dans le château fortifié, probablement par des sympathisants les ayant laissés entrer. Après avoir capturé le chancelier Sudbury et le grand trésorier Robert Hales, ils ont été emmenés à Tower Hill et décapités. Le fils de Gaunt, Henry Bolingbroke, a été chanceux. Il a réussi à échapper à la capture et a ensuite réussi à s'emparer du trône pour lui-même, devenant le roi Henri IV. Avec son oncle négociant avec les Écossais et ses armées réparties à travers le pays de Galles, la France et l'Écosse, le roi Richard II, craignant pour sa vie, passa la nuit à se cacher. Malgré sa peur, Richard est sorti pour rencontrer Tyler et ses rebelles le lendemain, à Smithfield, une grande zone ouverte à l'extérieur des murs de la ville. Tyler fut conduit devant le roi. Interrogé sur leur refus de rentrer chez eux, Tyler a déclaré qu'ils avaient d'autres revendications et qu'ils resteraient jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites. Il y a confusion quant à ce qui s'est passé ensuite, mais il y a eu une altercation entre Tyler et le Lord Mayor de Londres et Tyler a été attaqué et tué. Beaucoup de rebelles ont commencé à préparer leurs armes, mais le jeune roi galope vers les manifestants, criant « Je suis votre leader » et a exigé qu'ils quittent immédiatement le terrain. Incroyablement, Richard a réussi à calmer la foule s'est dispersée et la révolte a été écrasée. L'héritage. Comme nous le savons tous, la révolte des paysans de 1381 a créé un monde sans de telles lois barbares où les riches deviennent plus riches et les pauvres restent pauvres. Je plaisante. Richard n'a pas pu tenir ses promesses en raison de son pouvoir limité au Parlement. Il a affirmé avoir agi sous la contrainte, invalidant ainsi ses actions. Les meneurs désignés ont été exécutés. Malgré la révocation de l'impôt de capitation, les paysans ont dû retourner à leur vie antérieure sous le contrôle du Seigneur ou de l'Église. Ce n'était pas la première fois que le peuple ordinaire d'Angleterre apprenait combien il était insensé de faire confiance à leurs dirigeants. Ball s'est enfui à Coventry mais a été arrêté. Au procès, il a été reconnu coupable et refusant de se repentir de sa trahison, il a été pendu, écartelé et courtisé le 15 juillet à St Albans pendant que Richard regardait. Surnommé le prêtre fou du Kent, sa tête a été exposée sur le pont de Londres, avec celle de Wat Tyler, dont le corps a été décapité publiquement et sa tête a été portée au sommet d'un poteau à travers la ville en premier. Malgré l'insatisfaction des demandes des rebelles, certains historiens estiment que les paysans est un moment déterminant de notre histoire. On pense que plus de 60 000 personnes ont participé à la rébellion. En novembre de cette année-là, plus de 1500 rebelles ont été tués, y compris ses dirigeants. Mais en un peu plus d'un mois, ce groupe résolu de personnes s'est battu pour les droits de l'homme travailleur, pour la liberté et l'égalité, des principes fondamentaux qui sont au cœur de chaque démocratie. Merci d'avoir regardé Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez, on publie chaque vendredi. Santé!